Donc, aujourd'hui, on parle de gaming, on parle de monétiser sa passion de jeux vidéo. Donc, Pierre, du coup, bonjour. Et bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en guise d'introduction, vous parler parler un petit peu de votre structure, de votre métier, de votre place dans le secteur du gaming, du streaming, voilà, nous faire un petit peu un portrait global. Ouais. Alors je m'appelle Pierre Ratier, j'ai 43 ans et je suis effectivement directeur e-sport et talent manager chez Stackern Agency depuis bientôt 4 ans. Moi, je suis issu du secteur gaming par passion. Donc j'ai commencé à jouer au début des années 2000. J'ai ensuite lancé mon équipe et piloté cette équipe-là qui était semi-professionnelle pendant 10 ans, entre 2008 et 2018. Et en 2018, j'ai rejoint le groupe Stackern en tant que consultant externe, puis comme salarié depuis février 2021. Donc aujourd'hui, mon rôle principal, c'est de partager ma connaissance du secteur et mon réseau au niveau du gaming et de l'e-sport avec les clients que nous pouvons avoir. Je reviendrai dessus évidemment tout à l'heure, et de gérer la carrière de créateurs de contenu et de joueurs e-sport qui sont minoritaires aujourd'hui à l'agence, et prioritairement de créateurs de contenu, c'est-à-dire des joueurs qui diffusent leurs parties sur notamment Twitch ou YouTube. Voilà. C'est en gros l'émission que j'ai quotidiennement aujourd'hui. OK, super. Du coup, je vais prendre la suite. Donc voilà, ici forcément, ton travail, c'est particulièrement autour des jeux vidéo, autour de l'accompagnement des créateurs de contenu, quand pour ils streament leurs parties, ils streament les événements qu'ils créent, et cetera. Et du coup, une petite partie de joueurs e-sport. Du coup, là, ce qui nous intéresse, c'est d'abord essayer de comprendre ce que c'est l'e-sport, parce que peut-être qu'il y en a des personnes, des spectateurs qui nous écoutent, qui ne savent pas exactement ce que c'est l'e-sport. Est-ce que tu pourrais nous faire, un portrait du gaming aujourd'hui et peut-être une définition, de l'e-sport en lui-même. Ouais, alors assez simplement, l'e-sport, tout simplement, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, que ça soit à un niveau professionnel ou amateur, c'est-à-dire la réalisation de compétitions et de recherche de performance dans le jeu vidéo. Donc évidemment, vous avez plusieurs strates, le niveau amateur, le niveau professionnel, national et international, mais c'est typiquement la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est-à-dire jouer pour progresser, que ça soit en ligne ou ce qu'on appelle en LAN, c'est-à-dire en offline, sur des lieux dédiés à ce genre de compétition. OK. Donc effectivement, maintenant, l'e-sport, c'est devenu quelque chose qui se professionnalise de plus en plus avec des sponsors qui sont de plus en plus, présents, et qui, justement ramènent énormément de spectateurs. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'e-sport, que ce soit, forcément en le regardant par, les plateformes comme Twitch ou alors aussi les diffusions sur YouTube. Maintenant, forcément, du coup, on se pose la question, à quel point, ces métiers qui entourent le sport est quelque chose de présent, de facile d'accès, ou alors aussi, d'accessible? Est-ce que c'est joueur e-sport ou est-ce qu'il n'y a que joueur e-sport ou alors c'est quelque chose et qu'il y a des métiers plus, globaux qui entourent ce milieu? Là, aujourd'hui, il y a tout un écosystème autour de l'e-sport qui se professionnalise et qui se structure, notamment vis-à-vis de la législation, de la fiscalité, et des efforts des gouvernements successifs. Alors des efforts ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une bulle qui se développe en termes de visibilité et en termes de professionnalisation depuis une dizaine d'années. Alors l'e-sport existe depuis un petit peu plus longtemps, parce que moi je vous ai dit, j'ai commencé au début des années 2000 et déjà on faisait des compétitions à l'époque dans des cybercafés. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une structuration des équipes qui sont souvent sous la forme de SAS, donc qui sont professionnels, qui payent leurs joueurs pour qu'elles les représentent dans les compétitions internationales. Donc effectivement, il y a plein de métiers qui gravitent autour de joueurs e-sport. Alors évidemment, joueur e-sport, qui est un métier ou pas d'ailleurs, on fera peut-être la définition du métier derrière et par rapport au statut du joueur, mais vous avez tout le staff accompagnant aujourd'hui de ces joueurs, donc tout ce qui va être coach, tout ce qui va être analyste. On a beaucoup de personnes qui sont des spécialistes de la statistique, qui vont analyser les adversaires, leur stratégie pour pouvoir les contrer en jeu. Vous avez évidemment les agences, donc qui accompagnent, que cela soit les acteurs de l'e-sport ou les acteurs qui sont extérieurs à ce secteur-là et qui veulent en savoir plus sur ce secteur. On reviendra peut-être sur nos missions, nous, au niveau de notre agence, mais on peut accompagner des clubs de sport, on peut accompagner des écuries de course automobile, on peut accompagner des grands groupes de la grande distribution ou de l'agroalimentaire dans leur connaissance de ce secteur-là. Et vous avez évidemment tout ce qui va être production d'événements. On a la chance en France d'avoir euh, un maillage associatif et événementiel dense. On a des événements comme la Paris Games Week, on a des événements comme la Gamers Assembly, on a des événements comme le Tenon Gaming Fest, un peu partout en province aussi. Donc on a cette chance-là, et effectivement, tous ces métiers-là, qu'ils soient en tant que salarié, en
tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'intermittent du spectacle aussi, pour tout ce qui va être régisseur et organisateur d'événements. Ce sont des métiers qui gravitent autour du e-sport. On sait qu'aujourd'hui, on est à environ 900 professionnels de l'e-sport en France, ce qui est très peu au vu du marché du travail global et national. Donc effectivement, il y a des métiers qui permettent aujourd'hui de vivre de l'e-sport, notamment les joueurs, les accompagnants ou les agences dans certains cas, mais ça reste très difficile d'accès aujourd'hui. Voilà. Mais il y a quand même une volonté en France de développer, l'événementiel autour de l'e-sport. Même si ça reste pour l'instant un peu, finalement à ses débuts et que les moyens ne permettent pas d'engager, je sais que la France a des ambitions entre 2020 et 2025 sur des plans et des financements et des Bien accompagnements, ce sûr, genre de choses. Mais bien dans sûr. les faits, effectivement, ça reste plutôt Alors, faible. pour, pour information, on a nous-mêmes participé à une étude pour le ministère des Sports sur la vision à 2030 de ce que va devenir l'e-sport et comment il fallait l'appréhender au niveau business. Donc, on Mmh. sait qu'aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment pour accueillir des événements majeurs comme les majors de Counter-Strike ou des grosses compétitions de League of Legends en France. On l'a vu à l'Arena, on l'a vu à droite, à gauche. C'est vrai que c'est quelque chose qui est une volonté aujourd'hui des gouvernements, d'une part, un peu comme les JO, pour faire rayonner la France, pour sa capacité d'organiser, de sécuriser et d'encadrer ce genre d'événements, mais aussi pour montrer qu'on sait faire et qu'on a aujourd'hui les équipes et les producteurs capables d'assumer ce genre de gros événements internationaux. Donc Ouais. voilà, effectivement. Effectivement, ouais. OK, donc là, l'e-sport, c'est une première chose, mais également, donc toi, particulièrement, tu es le dad des talents, le père de talents de, créateur de contenu, de streamer. Donc le Ouais. streaming, c'est quelque chose qui est, j'ai vu dans ton portfolio, il y avait beaucoup plus de streamers que de joueurs e-sport, mais ça dépend forcément de l'historique de votre agence. Donc le streaming en lui-même est aussi une opportunité de professionnalisation des jeux vidéo? Ouais. Alors le stream, on va très rapidement expliquer ce que c'est. C'est tout simplement diffuser sur une plateforme live. Ça peut être YouTube, ça peut être Twitch, ça peut être maintenant même TikTok, les parties de jeux vidéo qu'on fait pour plusieurs raisons, soit faire typiquement de l'entertainment, c'est-à-dire faire de l'amusement et créer une ambiance autour de ce jeu-là, pour rechercher la compétitivité et interagir aussi avec la communauté qui va vous suivre et montrer un peu de ce dont on est capable. Et évidemment, aujourd'hui, générer des revenus, notamment publicitaires par Twitch. Donc effectivement, aujourd'hui, nous, à l'agence, on a une grosse majorité de créateurs de contenu gaming. Alors, on s'est diversifié, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais effectivement, gaming, c'est-à-dire qu'ils passent entre 8 et 10 heures par jour à jouer aux jeux vidéo et à diffuser ces parties-là sur les réseaux dédiés comme Twitch, qui, pour information, est une filiale aujourd'hui d'Amazon, par exemple. Mmh. Super. Donc le streaming, c'est vrai qu'il y a une grosse partie forcément. Là, on va parler particulièrement aujourd'hui de l'e-sport et du streaming. On ne parlera pas de d'autres, parce qu'il y a d'autres, bien sûr, méthodes pour gagner de l'argent grâce aux jeux vidéo. Si notre passion, c'est plutôt la création de jeux vidéo, le développement en lui-même, bon, c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas parler aujourd'hui pour justement être plutôt spécifique. Ou alors aussi, il y a peut-être, comme on a parlé d'événementiel, simplement être régisseur. Maintenant, ça fait partie peut-être de tout l'événementiel qu'il y a autour des jeux vidéo, monteur aussi, forcément, ça fait partie du travail du streamer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Tout ce qui est autour de l'audiovisuel, forcément, parce que sur Internet, la gestion Ouais. sur Le, Internet, le- le- la le gestion de côté création communauté, de réseaux contenu, sociaux. le côté création de contenu pur, alors avec ou sans gaming, se professionnalise et a tendance à tirer un peu vers ce qu'on voit à la télé. On l'a vu avec le Eleven All-Star, qui était une compétition de football qui s'est jouée à Jean-Bouin entre des créateurs de contenu justement français et espagnols. D'ailleurs, le match retour aura lieu dans quelques semaines dans le stade de l'Atlético Madrid, qui va contenir 70 000 personnes pour l'occasion. On l'a vu avec le GP Explorer et les Formule 3 sur le circuit du Mans avec Squeezie. On l'a vu avec le Pétanque Explorer aussi de Maffei Clarito. Donc c'est vrai qu'il Ouais, y a ce côté production qui tend à faire dans le spectaculaire. Alors on peut dire que c'est la course au plus gros, c'est la course au plus grand. Mais effectivement, on a un peu de télévision aujourd'hui dans la création de contenu jeux vidéo, alors qu'à la base, c'était vraiment le joueur, son écran, sa caméra, face à sa communauté. Et aujourd'hui, on voit que les moyens de production augmentent. Et donc, les savoir-faire et les compétences que vont aller chercher les très gros créateurs de contenu sont diverses et peuvent notamment être issus du milieu audiovisuel classique, cinéma et télévision. ouais. Et du coup, ça explique, du coup, Pierre, le fait que cet écosystème, du coup, qui est en train de grandir autour, ça casse un petit peu cette image, on va dire, traditionnelle de, à l'époque, le gaming, c'est celui qui joue dans sa chambre tout seul, enfermé, etc. Alors qu'aujourd'hui, le gaming, c'est complètement autre chose. C'est des gros événements, c'est des boîtes de production, c'est des tas de métiers qui ne sont pas que celui du joueur. Un petit peu, on peut faire le lien aussi avec le monde du sport, hein, également. Tout à l'heure, on parlait d'équipe, de manager, de coach, etc. Donc, d'analyste. Donc, c'est vraiment des métiers qui. Donc, voilà, ça explique
potentiellement aussi. Il y a deux facilement. choses qui ont permis cette évolution-là et ce progrès. C'est de un, la génération actuelle ne regarde plus ou presque plus la télévision à l'ancienne, n'écoute plus la radio et ne lit plus les journaux papier. Donc, si vous voulez aller chercher aujourd'hui des 12-35 ans en termes d'audience, il faut soit aller sur les plateformes VOD, Amazon, Netflix, Disney et compagnie, soit aller les chercher dans le gaming avec du Twitch, avec du YouTube ou avec du TikTok. Donc, effectivement, il y a ce côté-là qui fait que ça a évolué. Et le côté engagement, c'est-à-dire que quand vous regardez une pub à la télévision, vous ne pouvez pas dans le chat commenter si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas cliquer sur un lien pour directement aller acheter. Et c'est ce que permet aujourd'hui une plateforme comme Twitch, par exemple. Donc, c'est vrai que ces deux évolutions-là ont permis au gaming, et notamment à l'image du gaming, de se démocratiser et d'être un peu lissé et de sortir effectivement de l'ado obèse boutonneux avec des très grosses lunettes quadruple foyer enfermé dans sa chambre en train de jouer à Zelda ou à Tetris. Donc, effectivement, on est au-delà de ces clichés-là aujourd'hui et c'est un vrai outil et c'est une vraie puissance marketing aujourd'hui pour les marques. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, ça se développe de plus en plus, donc il y a de plus en plus de grosses productions finalement liées aux jeux vidéo, au streaming, ce genre de choses. Mais aussi, il y a énormément de personnes qui se lancent seules dans le streaming, qui se disent comme c'est pas forcément un effet de mode, mais ça devient commun de pouvoir streamer, de pouvoir partager ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch et c'est plus accessible et même pas forcément pour des personnes qui ne sont pas, qui sont un peu néophytes dans le jeu vidéo. C'est aussi une manière de découvrir et de partager justement leurs découvertes. C'est plus vraiment que ceux qui sont extrêmement spécialistes dans le jeu vidéo qui peuvent partager le stream. Maintenant, c'est vraiment c'est beaucoup ouvert. Oui, parce que si tu Et puis, veux, il y a pardon. le côté streaming et création de contenu, juste un mot, ça donne l'idée, ça donne l'impression que la réussite est accessible facilement. Ouais. Un ordinateur, une caméra, un jeu vidéo, et sur un malentendu, tu peux avoir des dizaines de milliers de viewers, tu peux être remarqué dans le rewind de Twitch, par exemple, qui est une sorte de zapping 3.0 moderne sur YouTube aujourd'hui. Tu peux participer à un événement caritatif parce que tu as fait le buzz sur une de tes vidéos et d'un coup avoir de la lumière sur toi. Tu peux avoir la chance ou la malchance de commencer pendant une épidémie comme le Covid et du coup d'exploser tes audiences parce que les gens ne sortent pas et passent leur journée sur Twitch à regarder des nouveaux créateurs. Donc effectivement, ça donne cette sensation-là. Je me lance facilement, je n'ai pas besoin d'un matériel très coûteux. Je peux réussir facilement et si je ne réussis pas aujourd'hui, je réussirai demain. Ouais. Donc effectivement, il y a cet aspect-là facile d'accès qui est trompeur, hein, parce qu'on Trompeur, y ouais. reviendra après, mais qui est trompeur, qui peut effectivement amener dans cette réflexion-là. Donc oui, c'est ça. Donc déjà, premièrement, Rémi, tu veux prendre la parole? Ouais, bah, en fait, c'était justement pour rebondir sur cette idée, Pierre, et ce que tu disais à la fin qui était super intéressant, c'est de voir qu'en fait, au final, on a un petit peu le même glissement d'état d'esprit qu'on avait eu. C'est un débat qu'on avait eu sur le webinaire quand on faisait un webinaire sur les influenceurs, qu'en fait, justement, cette idée de j'ai pas besoin de beaucoup de matos, j'ai pas besoin de beaucoup de moyens au final. Et en fait, enfin, comme vous disiez, Pierre, sur un malentendu, etc. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a ce même schéma beaucoup, en tout cas, qu'on observe en intervenant dans les écoles, et on a beaucoup d'enfants qui vont nous dire très souvent, qui vont nous parler de la facilité que peuvent avoir certains créateurs à percer, en fait, et qui du coup peut les inspirer quelquefois. Et en fait, justement, cette inspiration, elle est sur les réseaux sociaux avec les créateurs de contenu, on va dire classiques, fit and fun, etc., vlog et tout. Mais elle est aussi sur le gaming où des fois, on observe des enfants qui vont nous parler de jeux vidéo comme non plus juste un amusement qu'on va faire le samedi après-midi, etc. Mais ça peut être aussi en fait un plan de carrière, un moyen de se faire de l'argent, etc. Donc voilà, c'est cette analyse que je trouve assez. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'était super intéressant. Il faut se rappeler que les très gros youtubeurs qu'on a connus il y a une quinzaine d'années, les Cyprien, les Norman, les Mister V, ont commencé avec un téléphone portable posé sur une chaise pour parler de leur vie de tous les jours. Donc c'est vrai que déjà cette impression était là il y a 15 ans et aujourd'hui avec le gaming, je veux dire, tous les enfants aujourd'hui entre 12 et 15 ans ont un téléphone, un smartphone capable de jouer à n'importe quel jeu et de le diffuser très facilement sur Twitch ou sur TikTok sans forcément montrer leur visage et sans forcément interagir avec un chat. Mais en tout cas, c'est une possibilité technologique qu'ils ont aujourd'hui. Donc il y a ce côté accessible qui peut donner l'impression que c'est facile Ouais. et que tout le monde peut le faire. Voilà. Alors cette idée est trompeuse, on va y revenir, j'imagine. Mais Ouais. effectivement, c'est ce côté-là facile d'accès qui donne cette impression-là. C'est ça et c'est aussi le biais du survivant comme, on voit forcément que ceux qui ont
fort réussi sur les réseaux sociaux puisqu'ils sont très bien affichés sur Twitch et YouTube, puisqu'ils ont énormément de vues et que leurs recommandations font qu'on voit que ceux qui réussissent. On a l'impression que quand on se lance dans le streaming, ça va découler de source et qu'il suffit juste d'avoir de la persévérance. Alors je rebondis justement pour parler un peu des qualités, pour être streamer. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'on peut, espérer, pour, pouvoir, gagner de l'argent, professionnaliser, être professionnel et vivre de cette passion, du coup de partager son contenu et jouer en même temps, par rapport aux jeux vidéo. Donc tu parlais de chance, forcément, il faut qu'à un moment donné, Oui. l'étoile de grâce vous tombe dessus dans un rewind ou alors, dans un moment un peu particulier ou peut-être que, un streamer, vous a parlé de vous sur sa chaîne, a dit: «Ah j'aime bien ce qu'il fait, allez voir» et du coup vous, vous combinez un peu, leurs viveurs, sur les vôtres, mais quoi d'autre également? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? déjà, la première chose à savoir pour les très jeunes et pour ceux qui envisagent de devenir créateurs de contenu professionnel, c'est qu'il faut une sécurité en termes de bagage. Aujourd'hui, tous les créateurs de contenu qu'on a à l'agence ont un minimum de bac+2, c'est-à-dire ils ont fait l'effort. Alors, on peut créer du contenu en parallèle de ses études selon la difficulté, le degré d'investissement que ça nécessite et son emploi du temps, évidemment. Mais 97% des créateurs de contenu qu'on a aujourd'hui à l'agence sont en bac+2, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord sécurisé un bagage étudiant avant de se dire, bah, tiens, pendant un an, j'ai des économies, j'ai envie de faire ça depuis longtemps, je vais voir si ça marche et après on voit. Donc déjà, c'est ce que je conseillerais et c'est très souvent le discours qu'ont les créateurs de contenu qu'on accompagne parce qu'ils sont suivis évidemment par beaucoup de jeunes et notamment des 12-17 qui veulent se lancer et qui disent tiens, je vais le faire, comment on fait, machin. La première chose qu'ils disent, c'est il n'y a pas de comment on fait, tu t'exerces mercredi après-midi, le week-end, quand tu as le temps, quand le boulot est fait, machin. Par contre, tu ne te lances pas à plein temps en disant à tes parents à 13 ans, j'arrête l'école pour te lancer sur truc. Donc effectivement, il y a tout ce côté-là où vraiment il faut prendre conscience qu'il faut se donner une sécurité parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un métier non seulement qui va être facile, mais en plus qui va être certifié et certifiant pour gagner sa vie sur le long terme, parce que ça peut très bien marcher sur un an et puis s'arrêter demain. Si demain, la plupart de mes talents ont des audiences qui tendent vers le zéro, ils n'ont pas forcément de sécurité comme on peut l'avoir quand on est salarié avec l'assurance chômage et toute la sécurité. Donc effectivement, il y a ce côté sécurisation du bagage scolaire, déjà pour avoir une sécurité derrière, pour avoir de quoi se replier. Se Il y a un retourner, oui. côté avoir un vrai projet, donc un vrai projet de ce que je veux faire, pas se lancer n'importe comment parce qu'on est fan de Fortnite, on est fan de FIFA et dire je vais faire 19 heures de FIFA et 19 heures de Fortnite toute la journée, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut de la régularité. Il faut un peu de matériel, parce qu'aujourd'hui, je crois que la dernière stat, c'était entre 2000 et 2500 chaînes Twitch créées par jour en France. Je crois que c'était l'année dernière. Donc c'est colossal, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez un flot de 2000 nouveaux créateurs de contenu qui arrivent et qui veulent percer et qui veulent faire la différence et qui veulent être sur le devant de la scène pour notamment générer des revenus. Donc, il faut quand même un minimum de plans, un minimum de matériel pour se démarquer. Et surtout, il faut prendre soin de sa santé mentale. Ouais, Euh, la parce que patience. il faut savoir que les créateurs, quand ils sont pas en live, ils ne gagnent pas d'argent. Donc, ils sont nombreux à se dire est-ce que je prends des vacances? Il me les faut parce que je suis fatigué, mais si je les prends, je ne suis pas payé. Ou alors mes stats vont s'effondrer et je serai moins mis en avant par Twitch. Et ça, c'est un peu quelque chose qui est esclavagiste et c'est quelque chose qui a été dénoncé par, pas des syndicats parce que ça n'existe pas, mais des regroupements de très gros créateurs de contenu qui ont dit qu'il faudrait le lisser sur l'année et puis avoir des revenus réguliers pour éviter qu'on soit esclave de streamer tous les jours. Donc, est-ce que Twitch le fera ou pas? C'est pas dans son intérêt, mais peut-être qu'il devrait le faire pour le côté social et humain. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce côté-là, régularité, plan de carrière, un peu de matériel, sécurisation du bagage scolaire et la persévérance, parce qu'on l'a dit, il y a un facteur chance qui est important, mais il y a Ouais, aussi un facteur persévérance, c'est-à-dire que si tu commences à lever le pied, si tu te dis, voilà, j'ai eu mon diplôme, peu importe lequel, je vais me lancer dans la création de contenu, je vais faire un live, j'en sais rien, je suis matinal, je me lève à 8 h, à 9 h j'attaque mon live et je le fais jusqu'à 15 h, 16 h, machin. Si le premier jour tu te dis j'ai 5 viewers, 10 viewers, et encore c'est très bien si tu fais ça le premier jour, le lendemain j'ai la flemme, je ne vais pas me lever pour 10 viewers et je vais commencer mon live à 10 h ou à 11 h ou à midi parce que je dors, je préfère. Euh, Tout ton rythme, toute ta persévérance et toute la façon dont tu vas être organisé pour créer ton contenu va se casser la figure. Et sur l'année que tu t'es donné pour réussir ce challenge-là, tu vas vite être épuisé par le fait que tu n'atteignes pas tes objectifs et tu vas baisser les bras et tu vas le faire à contre-cœur. Et justement, c'est un peu ce que veut ce milieu-là, c'est que si tu te lances pour faire de l'argent, si tu te lances à contre-cœur et si tu ne le fais pas par passion et par envie, parce qu'il y a tout un côté social aussi. Il ne faut pas oublier que vous avez des viewers dans le chat. On sait aujourd'hui ce que ça donne au niveau des réseaux sociaux pour le harcèlement, pour les haters, pour tout ce qui va avec. Si tu ne fais pas l'effort d'avoir ce côté recul
sur le boulot que tu veux te donner, sur cette chance que tu veux te donner, c'est voué à l'échec, voilà, tout simplement. Donc c'est Ouais, assez compliqué de donner une formule magique, et ça je te l'avais dit quand on avait répété. Et si bien je sûr. l'avais, peut-être que je le serais moi-même, et j'aurais pas de mal à recruter des créateurs de contenu aujourd'hui en disant venez chez moi et demain vous êtes certifié d'avoir 2000, 10 000, 20 000 personnes qui vont regarder vos lives. Malheureusement, la formule magique n'existe pas, mais en tout cas, les bonnes pratiques sont celles que je viens de donner en partie. Il y en a sûrement d'autres, Ouais. mais en tout cas, ça fait partie des choses que je conseille aux jeunes qui veulent se lancer. Ouais, c'est ça, tout ce qui est précieux est aussi rare que difficile. Il y a Exact. du côté un côté aussi un peu précaire finalement, tu en parlais, mais c'est comme finalement un métier, artistique qu'on peut retrouver, avant comme, le métier d'acteur où on avait des revenus qui étaient irréguliers. Donc maintenant on a des agences qui permettent d'avoir un revenu plus régulier ou, qui permettent de gérer et d'avoir une sécurité sociale. Enfin une sécurité en tout cas, du travail. Là ici en tant que streamer, en tant que joueur e-sport, on est un peu plus, une main devant, une main derrière. J'aimais bien cette expression que tu avais utilisée, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain et C'est là, ça. ce qui est arrivé derrière, bah, tant mieux et demain, j'aurai, 2 000 € de revenus et puis, après-demain, j'aurai, 50 € parce que, je sais pas, la magie de des réseaux sociaux fait que mon contenu convient pas, un peu le public ne je trouve plus mon public, C'est très compliqué, d'avoir un business plan solide, même pour les très ouais, gros. On accompagne aujourd'hui des gens qui génèrent des revenus. Alors, avec les revenus, évidemment, de la monétisation de leur contenu par Twitch, par TikTok, par YouTube, mais aussi par les collaborations, parce que nous, on est là pour leur amener des collaborations et des campagnes avec des marques. Il y en a qui génèrent aujourd'hui des revenus à 5 chiffres, donc plus de 10 000 € par mois, ce qui est beau. Mais encore une fois, ça peut s'arrêter demain. C'est-à-dire que tu le dis comme ça, tu fais 2 ans, 3 ans qui marchent fort, et tu dis effectivement, bon, il gagne 10 000 € par mois. Tu enlèves un peu les impôts selon le statut qu'il a, tu vas en gagner 7, 7 ou 6,5 vraiment à la très grosse hache. C'est beau, c'est un salaire confortable en France. Mais encore une fois, si demain tu perds tout, tu n'as pas la sécurité de la suite de ton aventure. Si tu n'es pas économe, et c'est pour ça qu'on a aussi tout un pôle de gestion de patrimoine avec nos talents, si tu n'as pas su placer cet argent-là ou le sécuriser, tu peux très vite te retrouver dans le mal à l'issue de cette aventure-là. Et ça dépend pas vraiment de toi, parce que ça peut dépendre de l'algorithme, parce qu'on parle souvent des algorithmes, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch ou sur YouTube, de mise en avant de certains créateurs, et ça dépend de la communauté. C'est-à-dire que demain, quelqu'un arrive, fait le même contenu que toi, mais le fait mieux, ou a une autre façon de le faire et ça plaît plus, tu peux te retrouver, comme on dit chez nous, à la cave, et l'aventure s'arrête. Donc effectivement, il y a tout ce côté-là à appréhender. Il y a aujourd'hui zéro sécurité quand tu te lances, que ce soit dans les sports d'ailleurs, ou dans la création de contenu. ouais, c'est ça. Et donc en plus forcément pour, préserver un peu, il y a, forcément c'est ce compromis qu'on doit faire entre, ce qu'on aime faire, jouer aux jeux vidéo et du coup, garder son image, faire en sorte d'amener son public et donc, ça ramène à la question suivante sur la création du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, forcément parfois on a TikTok et les shorts sur YouTube ou alors même, une un type de contenu différent par rapport à ce qu'on propose, qui est nécessaire, peut-être aussi sur Facebook, sur Instagram, ce genre de choses et suivre sa communauté. La création d'une communauté fait partie aussi du métier du streamer, quoi, le community manager, community marketing. Ouais, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu ont la chance d'avoir différents réseaux, différents supports pour, pouvoir diffuser leurs vidéos. Alors très souvent, le cheminement, c'est on fait un live Twitch qui va durer, 5, 6, 10 heures dans la journée. On fait ce qu'on appelle une VOD, c'est-à-dire une vidéo on demande, qui va être plus ou moins montée, qui va être mise sur YouTube. Donc c'est très peu de travail et ça crée un contenu supplémentaire, et ensuite on va prendre les extraits les plus marquants pour les diffuser en reels sur Instagram ou en format vertical court sur TikTok, par exemple. Et donc, tous ces contenus-là générés vont, via la pub et via les systèmes de monétisation de chaque plateforme, générer des revenus plus ou moins importants, plus ou moins réguliers, plus ou moins impactants dans la suite de la carrière du créateur de contenu. Donc, effectivement, il faut un staff, il faut se staffer, et on a du monde aujourd'hui qui a des créateurs de contenu qui ont leurs propres locaux dans lesquels ils diffusent leur contenu. Ils ont un manager qui va établir les factures, ils ont un agent qui va gérer la relation avec les marques, ils ont un monteur, ils ont un graphiste pour Mmh. pouvoir faire des visuels impactants, pour pouvoir faire des miniatures pour leurs vidéos YouTube, par exemple. Ils ont des personnes qui vont vérifier les descriptions qu'ils vont mettre sur les vidéos pour que ça colle, qu'il y ait tous les liens importants, qu'il y ait le nom des sponsors, qu'il y ait les marques importantes avec qui ils collaborent, tout ça. Donc effectivement, il y a tout un écosystème autour de ces gens-là, mais qui sont aujourd'hui très précaires, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants du créateur de contenu, qui sont souvent en auto-entreprise avec des contrats plus ou moins bien ficelés et qui travaillent vraiment à la demande, parce que si le créateur part 2 mois en vacances et que c'est ton seul client, eh ben, tu te retrouves sans revenu. Donc effectivement, il y a tout un staffing qui est fait autour de ces créateurs-là, et certains emploient 10, 15, 20 personnes. Un gars comme Gerator, un gars comme Gotaga ou comme Squeezie ont des dizaines de personnes qui travaillent avec ou pour eux, quoi.
Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça devient vraiment Des un petites nouveau, un entreprises. nouveau milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aurais En juste fait, le métier de juste du coup, en fait, il se rapproche énormément de l'entrepreneuriat, en fait, hein, quand on Ah, prend les du très gros recul, streamers sont des chefs c'est d'entreprise, int oui, voilà, très enfin, clairement. c'est ça, en fait, l'image qu'il faut avoir aujourd'hui de quelqu'un qui veut vivre des jeux vidéo, c'est en fait, un petit peu de jeux vidéo et beaucoup d'entrepreneuriat, en fait, parce qu'il faut vraiment En réussir à fait, capitaliser ouais. sur son jeu, son image, sur ses sponsors, sur son audience, sur, tout ça, quoi. C'est ça. Et il faut savoir que si tu veux te lancer et générer des revenus sur Twitch ou signer avec une agence, il te faut un numéro de SIRET. Donc, dans tous les cas, au minimum, tu es obligé d'être auto-entrepreneur. Donc, derrière, tu es obligé de savoir faire des factures, tu es obligé de savoir déclarer à l'URSSAF, tu es obligé de savoir déclarer tes impôts sur le revenu. Et donc, effectivement, c'est un premier pas dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est aussi intéressant. Il y en a qui sont allergiques à l'administratif, qui sont allergiques aux impôts, qui sont allergiques à la paperasse. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des métiers qui se créent. Il y a des comptables aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des agents qui sont spécialisés dans ce secteur-là. Parce qu'effectivement, la personne qui est fan de jeux vidéo, qui se lance là-dedans, mais qui n'a aucune idée de ce que ça implique en termes d'organisation et d'administratif, elle a besoin d'être accompagnée. Donc effectivement, ça crée des vocations, ça crée des métiers, ça crée des revenus aussi annexes, mais ce sont effectivement des entrepreneurs. Ouais. Alors, il y a plein de choses dont j'aimerais aborder quand même sur Recentre, la question recentre. de l'entrepreneuriat et de la place du streamer, particulièrement sur le cyberharcèlement, qui je pense aussi a une place, un truc important à parler, en tout cas à sensibiliser et du coup à prendre en compte aussi, quand on veut avoir une image claire du streamer. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus dans les points de santé avec Rémi. Donc maintenant, je vais passer un peu à l'e-sport, parce que parfois on pourrait peut-être imaginer que e-sport et streamer, c'est la même chose, en tout cas c'est la même ligne, c'est le même métier, mais est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ce sont des choses qui se ressemblent ou est-ce que ce sont des choses qui sont totalement différentes? Alors, les joueurs e-sport sont des joueurs, alors professionnels ou non, on va partir sur des professionnels, comme ça c'est clair pour tout le monde, donc des joueurs qui Ouais, gagnent leur vie en participant à des compétitions de jeux vidéo, souvent sous le drapeau d'une équipe professionnelle. C'est-à-dire que les équipes les embauchent, font un contrat de service, parce que très souvent ils sont auto-entrepreneurs, et ils jouent avec le maillot de cette équipe-là, ils la représentent dans des compétitions internationales. Donc effectivement, les joueurs e-sport sont un peu des athlètes, des sportifs, mais du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont de la préparation, ils ont du coaching, ils ont des phases de préparation et d'entraînement, mais aussi des phases de repos. Ils sont accompagnés par un staff diététicien, kiné, ostéopathe, coach mental, coach sportif pour avoir une condition mentale et physique au top. Et effectivement, ces joueurs-là vivent de leur compétition. Alors, ils sont rémunérés par les équipes pour porter le maillot avec tous les sponsors sur le dos et aller les représenter aux quatre coins du monde pour jouer des compétitions avec d'autres équipes internationales, mais aussi pour des sponsors qui payent ces équipes-là pour avoir cette visibilité-là et pour avoir cette implication dans l'e-sport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une grosse partie des joueurs e-sport font de la création de contenu, font du streaming notamment. Déjà parce que ce sont en tout cas pour les plus grands, pour les plus célèbres, ce sont des joueurs qui sont adulés, donc au même titre qu'un footballeur professionnel, ce sont des joueurs qui sont très suivis, qui sont très demandés. Donc quand ils sont en live, ils sont très regardés parce que les gens veulent leur demander des conseils, comment ils sont arrivés là, pourquoi. Ils veulent voir aussi du skill, ce qu'on appelle du skill, c'est-à-dire de la qualité dans le jeu et la façon dont ils ont de se déplacer et de gérer les mécaniques de jeu. Donc ils ont ce parallèle pour montrer un peu comment ils font et surtout pour générer des revenus supplémentaires potentiellement par rapport aux équipes qui les embauchent. ouais. Oui, tout à fait. Par exemple, on pourra en citer un qui a assez quand même une carrière assez extraordinaire, c'est Faker sur League of Legends, qui a signé un contrat d'exclusivité sur une plateforme de streaming sud-coréenne, Africa TV. Donc, il fait des lives sur cette plateforme-là et des gens viennent de milliers voir participer à ces lives. Je ne sais pas exactement, je suppose que c'est Alors parce qu'ils font partie de League of Legends, il mais faut savoir qu'en Corée, les joueurs e-sport ont un statut spécial. Ils sont reconnus comme des athlètes par le gouvernement, c'est-à-dire qu'ils ont un vrai statut ouais, de sportif et ils sont adulés comme des dieux, comme le sont les sumo par exemple au Japon. Donc c'est vraiment, une on a un culture retard de différente. 15-20 ans sur l'appréhension de ce statut-là en France et Ouais. même ailleurs. Mais vraiment, en Corée, c'est un monde complètement à part au niveau du sport. Oui, c'est ça, mais en même temps, ça fait partie de leur histoire et de la manière qu'ils ont Ouais, développé, leur bien sûr. place dans le numérique avec des marques très connues, dans la technologie de l'information et du numérique. Oui, donc finalement, joueur e-sport, donc c'est différent de streamer, on l'a bien compris. C'est l'investissement en temps et aussi du coup dans son corps et son esprit, dans un jeu en particulier, savoir être compétent. Mais c'est pas seulement jouer, c'est aussi prendre soin de soi. Tu parlais que de tous les professionnels de santé, des diététiciens, kinésithérapeutes qui accompagnent un joueur e-sport.
Du coup, vraiment, il y a cette conception d'un athlète, quoi, quelqu'un qui doit être performant. Comme, alors il y a aussi du coup, une question de retraite alors forcément assez courte pour un joueur e-sport. Je sais que c'est entre 26 et 27 ans pour un joueur e-sport, ce qui est assez court par rapport à d'autres athlètes sportifs qu'on peut rencontrer dans l'autre milieu, quoi. Ouais. Bah, on dit que la carrière d'un joueur e-sport, souvent, elle va de 16 à 25. Pour grossir le trait et donner une fourchette assez peu précise, mais qui reflète quand même un peu la réalité. Tout Mmh. simplement parce que, à partir d'un certain âge, tu as d'autres aspirations en termes de qualité de vie. Tu as envie de fonder une famille, tu as envie peut-être d'avoir d'autres rythmes. Il faut savoir que beaucoup de préparations au niveau e-sport professionnel se font le soir et la nuit, notamment pour jouer contre des équipes qu'on appelle des scrims, c'est-à-dire des entraînements contre des équipes qui sont situées dans d'autres pays, donc avec les décalages horaires ou même la durée d'une journée et le rythme du gamer. Là, de ce côté-là, on est vraiment dans le cliché, le gamer qui se couche tard et qui se lève tard. Donc, effectivement, il arrive à un moment où tu as envie de fonder une famille, d'avoir un rythme de vie un peu plus cool. Et surtout, tu vas avoir une acuité visuelle qui va diminuer, tu vas avoir des réflexes qui vont diminuer également. Alors, même si on n'est pas tremblotant à 25 ans et qu'on est encore dans la force de l'âge, mais par rapport à un gamin de 16 ans qui est vif et qui va avoir une acuité et qui va avoir une capacité à se concentrer, parce que la concentration, on dit souvent, tu passes ta journée devant l'ordinateur ou tu joues aux jeux vidéo, c'est pas fatigant, tu es le cul sur ta chaise. Il faut savoir que la concentration, le fait d'être vraiment impliqué, d'appliquer des stratégies, d'avoir un esprit d'analyse sur ce qui se passe à l'écran pour pouvoir anticiper certains mouvements, pour pouvoir réaliser ce qu'on t'a appris en entraînement et que ton coach va vérifier que tu saches faire et être compétitif sur les jeux qui nécessitent d'être vraiment le plus compétitif possible, c'est ultra fatigant et c'est pour ça qu'ils sont staffés comme ils le sont avec des accompagnants qui veillent à leur bien-être aussi derrière parce qu'il faut pouvoir avoir des phases de repos et des phases de gestion du stress aussi derrière. Donc effectivement, à partir de 25-26 ans, souvent les joueurs professionnels qui ont eu une très belle carrière, qui ont joué 7-7, 24-24 pendant 5-6 ans, ils lèvent le pied et ils passent de l'autre côté de la barrière très souvent. Soit ils passent dans la production audiovisuelle, ils deviennent analystes ou ils deviennent commentateurs ou consultants pour des médias spécialisés, soit ils passent dans le staff pour accompagner des joueurs et les encadrer. Oui, c'est ça. Mais c'est comme, enfin voilà et en même temps, quand on joue au e-sport, ça vient pas non plus de nulle part, ça peut se déclencher très tôt sur, cette passion du jeu vidéo. Je me souviens du coup du joueur e-sport que vous accompagnez, Gaël, c'est ça, sur Trackmania? Gwen. Pardon, Gwen. Ouais. Effectivement, tu m'avais parlé de la vidéo, où on voit qu'à 4 ans en train de sur Est-ce que tu l'as Trackmania, regardé? oui, je l'ai regardée, elle était très impressionnante. On voit donc son père en train de filmer son enfant Gwen, exploser des scores sur Trackmania et du coup, battre des records, assez phénoménaux sur un jeu de course de voiture. Donc maintenant, il est joueur e-sport chez Stack Early Agency et donc effectivement, le joueur e-sport, ça vraiment, ça suit une passion et un investissement dans un jeu vidéo qui nous plaît et qui nous suit depuis Oui, puis un il certain y a une temps. appétence. C'est-à-dire qu'on parle de Gwen, c'est vrai que son papa l'a mis à 4 ans sur Trackmania, qui est un jeu non violent de voiture qui se joue au clavier. Effectivement, je n'aurais pas pris cet exemple-là pour un Ouais, petit qui joue à Call of Duty ouais, ou à c'est ça. Counter-Strike à 4 ans, mais là, sur un jeu comme ça, qui nécessite vraiment des réflexes, une anticipation, une vision du jeu qui est particulière. Pour ceux qui ne connaissent pas Gwen, c'est celui qui a remporté 3 fois la compétition de Zerator, la ZRT Cup sur Trackmania, et qui a remporté la première édition de l'Ascension l'année dernière à l'Arena de Montpellier. Et c'est lui qui est allé gagner en duo, en solo et en trio cette compétition qui est organisée donc par Zerator, qui est un des plus gros créateurs de contenu français, chaque année. Et donc c'est le seul qui a remporté 4 fois cette compétition dans le monde, parce que c'est une compétition internationale. Et il est professionnel depuis qu'il a 16 ans. Et il a un bac +2 en marketing international, pour votre information. Et aujourd'hui, il fait partie d'une équipe française qui s'appelle Ici Japon. Voilà, pour être Ça complet. marche, ça marche. Hem, super. Oui, donc du coup, on l'a dit forcément, être joueur e-sport, c'est une source de pression constante. C'est, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est aussi, bah, c'est comme, streamer, c'est, le même principe, c'est avoir des sponsors et du coup être performant le plus possible et si on a une baisse de performance, bah, on peut être remplacé très rapidement. Il faut pouvoir, réussir à convaincre et à être, le plus au top possible, à la manière que un peu peut-être la même manière qu'un athlète sportif, mais avec, cette histoire qui est plutôt nouvelle dans notre culture, C'est ça. aujourd'hui, contrairement à d'autres sports qui ont vraiment, sur des 40 ans, 50 ans. Là, c'est plutôt sur des, Ouais. années 90, quoi. J'aimerais, passer sur les points, de justement, prévention sur la santé. Je vais peut-être passer justement à Rémi pour qu'on puisse avoir l'occasion autant de répondre à vos questions que, justement, parler de ça, de tout ce qui a un rapport avec l'équilibre entre ma vie, et les jeux vidéo et ma santé.
Ben justement, merci Alexandre. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu du stream, on a parlé de l'e-sport. On a vu que c'était des disciplines qui étaient très exigeantes, qui pouvaient être une source de pression tant psychique, mentale, sociale, des fois qui dépendent pas réellement du joueur. On a parlé de l'algorithme, de cette mise en avant. C'est un peu c'est comme une sorte de ligne éditoriale qui peuvent emmener une certaine frustration, un certain stress, etc. En plus des compétitions qui sont de base une source de stress. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences un petit peu de la santé? Alors, on a bien compris justement l'importance d'avoir un staff derrière, ça mais quand je pense par exemple si on donne l'exemple d'un enfant qui veut aujourd'hui se lancer dans l'e-sport ou dans le stream par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour justement prévenir toutes ces conséquences, on va dire plutôt négatives? On a parlé des opportunités, mais si on devait parler justement des points de prévention sur la santé notamment, quand on n'est pas staffé au début justement, Sûr, bien sûr. comme certaines Alors, la équipes. première des choses à savoir, c'est que je suis papa de 2 ados de 12 et 16 ans, donc je suis en plein dans l'âge qui va concerner la plupart des parents qui sont peut-être connectés et qui sont confrontés à ce souci ou en tout cas à cette question-là. La première chose à faire, c'est vraiment de comprendre ce secteur-là. C'est-à-dire que si vous êtes extérieur aux jeux vidéo, à l'e-sport, ne le voyez pas comme une simple addiction ou une simple excuse pour ne pas faire les devoirs. Il faut comprendre, d'après moi, alors attention, encore une fois, je suis pas ce que je dis n'est pas parole d'évangile, mais il faut comprendre pourquoi il y a ce côté addictif. Et comme toutes les addictions, la drogue, la vitesse en voiture, la cigarette, l'alcool, tout ce que vous voulez, c'est l'excès qui fait le danger. Et effectivement, il est nécessaire, d'après moi, de poser des règles, de poser des limites dans l'accession. Alors, aux écrans, on en parle tous les jours à la télé, je ne vais pas vous apprendre que c'est potentiellement un souci, mais en tout cas, dans l'utilisation et dans la consommation du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'ados se disent, bon, bah, je suis bon sur Fortnite, pourquoi je ne lancerai pas ma chaîne Twitch? Pourquoi je ne serai pas joueur professionnel? J'ai gagné une cup qui m'a rapporté 20 $ il y a 10 jours. Pourquoi je n'irai pas plus loin? Et souvent, ils se butent à beaucoup jouer. Déjà pour se mettre dans leur bulle et potentiellement s'évader un peu de leur quotidien, problématique ou pas d'ailleurs. Il y a des enfants qui sont totalement équilibrés, très sains et dans une famille aimante et heureuse qui sont addicts aux jeux vidéo et qui passent beaucoup trop de temps sur les écrans en train de jouer. Donc il y a ce côté compréhension du pourquoi, du comment. Euh, ce que je disais quand on a un peu répété ce webinaire-là, c'est le but du jeu, c'est pas d'interdire, mais c'est vraiment d'accompagner dans la démarche, c'est-à-dire s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser à ses résultats, s'intéresser à pourquoi il cherche à accéder à ce statut-là de joueur pro ou de créateur de contenu, et ensuite l'accompagner au mieux, c'est-à-dire se renseigner, comme potentiellement vous le faites là ce soir avec ce webinaire, quels sont les débouchés, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il est possible de faire, et échanger avec cet enfant-là pour lui dire, ben voilà, je me suis renseigné effectivement, la façon dont tu abordes les choses, c'est pas forcément la bonne. Par contre, voici ce qu'on m'a conseillé, voici ce que j'ai entendu, voici ce que j'ai lu. Il faut, j'en sais rien, faire des coupures d'une heure par-ci par-là. Il faut potentiellement aller dans des événements pour rencontrer des joueurs pros et échanger avec eux, avoir un retour d'expérience justement sur comment ils en sont arrivés là. Est-ce que c'est en jouant 20 heures par jour ou au contraire en optimisant un temps de jeu en dehors de leurs études et sur des moments où ils étaient bien reposés, où ils avaient fait une bonne nuit, où ils n'étaient pas stressés, où ils étaient vraiment dans des conditions optimales. Et petit à petit, changer cette façon un peu d'appréhender le jeu vidéo pour pas qu'elle soit non seulement source de stress, mais de frustration. La clé, en fait, d'après moi, encore une fois, pour bien accompagner son enfant, c'est d'éviter de le frustrer. La frustration, ça crée de la colère, ça crée de la peine, ça crée beaucoup de choses qui sont très négatives. Et dans le jeu vidéo, c'est encore pire parce que on a toujours l'impression de pouvoir faire mieux si on arrête. C'est-à-dire que vous allez perdre 15 parties, ça va vous énerver, vous allez jeter la manette, vous allez crier, machin, et vous allez vous dire, bah, la 16e, je vais la gagner. Si vous la perdez, votre réaction va être décuplée d'autant plus. Donc, je pense qu'il y a tout ce côté accompagnement, compréhension de l'usage et intérêt. Ça ne vous empêche pas de parler à table avec lui de ce qu'il a fait, des nouvelles maps qui sont sorties, des mises à jour sur son jeu, de lui dire potentiellement, il y a un tournoi où il y a une compétition qui se fait à 30 bornes, à 50 bornes, à 100 bornes le week-end prochain. Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Est-ce que tu as un pote qui peut jouer avec toi? Est-ce que tu veux que je t'inscrive? Voilà, ça peut être une idée. Et je pense qu'au fur et à mesure que le parent va s'intéresser un peu à ce que l'enfant aime faire et qu'il voit qu'il va aller dans sa passion, et je reviens à l'exemple de Gwen encore une fois, ses parents ont vu qu'il était doué, ils ont mis des règles, ils ont mis des barrières, mais ils n'ont jamais fermé la porte. Ils ont dit, voilà, si c'est ton choix, l'école en premier, et effectivement le jeu vidéo en second, mais on sera toujours ouvert à t'accompagner. Et ils ont fait des centaines de kilomètres pour accompagner leur enfant dans ses premiers tournois et qu'il fasse ses preuves. Et effectivement, c'est ce qui a fait ce lien et c'est ce qui a fait que Gwen a eu un rapport au jeu vidéo qui était sain et qui était dans la recherche de performance plus que dans la frustration et dans l'addiction
C'est-à-dire de dire: «Ben voilà, j'ai pas joué de la journée, ça me manque et si je joue pas, ça va me frustrer, je vais être en colère». Donc il y a pas de formule magique encore une fois malheureusement et on sait qu'aujourd'hui les écrans, c'est un souci, on sait que l'addiction aux jeux vidéo, ça peut être un souci, mais il faut prendre les choses d'entrée sans forcément mettre de barrières et sans forcément mettre de limites, mais avec un accompagnement qui va être adapté à chaque enfant. Et je parle beaucoup, je suis désolé. Non, 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 merci c'est beaucoup très bien. Pierre, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ça nous fait un petit peu une mise en situation pour justement des parents ou des professionnels qui seraient pas forcément des experts du jeu vidéo ou même des écrans, parce que il y a toujours des actualités, ça va très vite, il y a des mises à jour. Quand on s'intéresse à un nouveau jeu, le temps qu'on comprenne peut-être les mécaniques de jeu, l'univers, en fait, il est plus à la mode, il faut se réintéresser à un nouveau jeu. Enfin, toutes ces choses-là, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que en tant que parent, c'est bien important de comprendre que ou professionnel, il n'y a pas besoin d'être un véritable expert du jeu vidéo. Je pense que vraiment le secret c'est là, mais plus de ce que je comprends, Pierre, au final, de s'intéresser grandement plus à la pratique en elle-même et d'essayer d'éviter la frustration, c'est ça? Ouais, c'est ça et puis d'accompagner dans cette passion-là. Moi, j'ai des enfants qui font du football comme, beaucoup d'enfants aujourd'hui et c'est vrai que le fait de les accompagner à tous les entraînements et de les accompagner au match même, à l'autre bout du département, bah, dans leurs yeux, on voit qu'il y a cette lueur-là qui fait, bah: «Je suis content que tu t'intéresses à ce que je fais». Même s'il fait froid, même s'il prend 12-0, même s'ils rentrent en colère parce qu'ils ont perdu, bah, ça fait partie du processus qu'on doit, selon moi, encore une fois, avoir avec son enfant et le jeu vidéo, c'est la même chose. Ça va devenir il ne faut pas tourner le dos aux jeux vidéo parce que ce n'est pas un vrai sport, parce que c'est dans la chambre, parce que c'est machin. Il y a un aspect social qui est vachement important dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que très souvent, votre enfant ne va pas jouer seul. Il va jouer avec un casque vissé sur la tête, avec des gens qu'il connaît. Alors qu'il connaît de l'école et qu'il connaît en vrai, IRL, comme on dit, in real life, ou qu'il va connaître uniquement par le jeu vidéo. Moi, quand j'ai monté mon équipe, je vous donne juste une petite anecdote. J'ai construit mon équipe à la base sur un jeu qui s'appelle FIFA, qui est un jeu de football, et qui avait créé un mode club, qui était un mode à 10 joueurs contre 10 joueurs, c'est-à-dire 10 joueurs réels contre 10 joueurs réels. Aujourd'hui, c'est 11, mais à l'époque, il n'y avait pas le gardien. Et quand on a créé cette équipe-là, il fallait qu'on soit 10, et moi, je n'avais pas 10 potes qui allaient jouer à ce jeu-là. Donc, sur des forums à l'époque, c'était sur jeuxvideo.com et compagnie, et on a créé cette équipe-là, et on est devenus amis parce qu'on jouait tous les soirs. Alors, on était un peu plus âgés, évidemment, on avait 25, 30 ans, machin. Donc, c'était une autre génération que celle qui a 12-14 ans aujourd'hui, mais on a créé un lien et en fait, on s'est rendu compte qu'on aurait pu être amis dans la vraie vie et on s'est retrouvés à plein d'événements, la Paris Games Week, les 24 heures du Mans, à plein d'événements avec cette équipe-là que je ne connaissais pas à la base. Donc il y a un vrai lien social, il y a un vrai côté rassurant aussi pour les enfants d'avoir ce contact sur les jeux vidéo, sur leurs jeux vidéo préférés, parce qu'ils partagent cette passion-là qui est peut-être incomprise à la maison avec des gens qui ont la même. Et c'est ce côté-là dans lequel il faut non pas s'immiscer, mais en tout cas comprendre, tolérer et essayer de comprendre. Voilà, simplement. Tout en ayant un équilibre sur la protection des dangers potentiels, des inconnus, etc. Enfin voilà, l'idée c'est Exactement. d'accompagner sans être intrusif, mais pas de totalement être Exactement. hermétique et fermé. C'est un équilibre qui est pas simple, hein, je pense. On peut complètement Non, bah l'entendre. non, si c'était facile, tout le monde le ferait. Encore une fois, la fameuse formule magique qui n'existe pas C'est malheureusement. ça. Est-ce que tu veux encore parler un peu des points sur la santé ou alors est-ce que nous passons à la conclusion? Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? On a commencé à Ben, parler. on a quand même pas mal, ouais. Ben, on a quand même pas mal parlé des conséquences sur la santé mentale, sur la pression. Je pense que ben, voilà, les conséquences sur la santé, on a bien compris, notamment sur l'accompagnement professionnel des équipes, hein. Vous me dites, Pierre, hein, si vous pensiez enfin, s'il y a des choses à compléter, mais le simple fait de partir des joueurs professionnels qui sont accompagnés quasiment sur toute la chaîne, que ce soit sur leur carrière, sur leur jeu, sur leur mental, sur leur physique, sur leur rythme de vie, je pense que déjà ça montre que en fait, ces personnes, elles sont vraiment là pour maintenir la personne dans un état de jeu, on va dire, productif et constructif, et que du coup, on s'imagine bien qu'un enfant ou même un jeune ado ou un jeune adulte qui serait, entre guillemets, livré à lui-même, ben, on va dire, c'est de l'épuisement mental, ben, quand je joue pas, il y a ce fameux équilibre, ce que vous disiez par rapport aux vacances, par exemple, je m'arrête de jouer, mais du coup, je sais que je me prive. Donc voilà, ça va être vraiment toutes ces conséquences sur la santé. Donc je pense qu'on peut passer à la suite, à moins qu'il y ait d'autres choses nouvelles, mais je pense qu'on a quand même brossé pas mal d'idées quoi, sur ça. Ouais, super. Heu, Excusez-moi de vous déranger d'ailleurs. Nous avons quelques questions à prendre en compte. ouais. On va commencer par monsieur Cristelli Kevin, pardon. 900 joueurs, tous jeux confondus? Pour Pierre. Ah, alors, 900 joueurs, non, c'est 900 personnes qui vivent de l'e-sport aujourd'hui en France.
Ouais. C'est-à-dire, comme je le disais, les joueurs, mais aussi le staff, donc les accompagnants, les producteurs d'événements et les agences. Donc, c'est 900 personnes qui gravitent autour de ce secteur-là et qui ont un contrat qui leur permette d'en vivre. Alors après, vous avez plein de personnes qui vont être auto-entrepreneurs et qui vont générer des revenus qui vont être irréguliers ou qui ne vont pas être considérés comme un revenu suffisant pour se considérer comme un professionnel, des 500, des 400, des 600 euros parce que ça va être à la pige ou vraiment à la demande. Et voilà, il y a 900 professionnels de l'e-sport aujourd'hui qui gravitent autour de cet écosystème-là, mais pas que les joueurs. Les joueurs, le staff, les producteurs événementiels, les agences. Voilà. Moi, ça Sur un, m'intéresse. sur un chiffre d'à peu près 40 millions de joueurs quand même. Hein. Enfin, du coup, cette proportion. Ouais. Oui, mais alors cette proportion, elle est à prendre avec des pincettes parce que dans cette stat Oui, bien sûr. est compté le joueur qui joue à Clash Royale quand il va faire sa petite pause technique aux toilettes. C'est ça. Donc bon, Exactement. effectivement, on joue tous ce jeu vidéo à différents niveaux, C'est ça. mais cette stat-là, effectivement, elle est belle, mais elle est un peu faussée. Ouais, il y a quand même une strate amateur e-sport quand même de gens qui aiment les sports, mais d'une Ouais. manière différente, bien Oui, sûr. des fans de jeux vidéo, tout simplement. Hein. Oui, bien sûr. Et quel jeu vidéo a le plus le vent en poupe, particulièrement, tu Alors sais ça? juste, Alors, excusez-moi avant qu'on Ouais. avant qu'on continue là-dessus. On avait Oui. monsieur Babakouya Adil qui avait levé la main depuis un petit moment. Donc est-ce que vous pouvez activer votre micro? Merci. Oui, bonsoir. En fait, je ne suis pas Adil, je suis Ahmed. Adil est à côté de moi. En fait, on a fait ce webinaire. On est responsable d'un service jeunesse et on est, en fait, on n'est pas dans cette démarche-là d'accompagnement. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est en fait éviter d'arriver à ce stade-là du jeu vidéo et de l'addiction. Donc, c'est pour ça que on a suivi ce webinaire, mais on ne répond pas trop à notre question. Nous, en tant qu'acteurs de terrain et acteurs éducatifs, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les jeunes évitent justement de s'isoler. Pour nous, c'est de l'isolement, le jeu vidéo, plutôt que, comme j'ai entendu M. Ratier qui disait, c'est un lien social. On a du mal à le voir de ce côté-là. Ouais. Donc, Alors, je comprends. Effectivement, j'ai parlé du lien social parce qu'effectivement, dans le jeu vidéo, ce lien existe. Encore une fois, c'est la pratique à l'extrême qui conduit à l'isolement et qui conduit à l'addiction qui peut être dangereuse. Mais comme toute addiction, c'est-à-dire que si, j'en sais rien, vous mangez un peu de gras de temps en temps, c'est pas trop grave. Si vous mangez un jambon cru entier à chaque repas, ça va être dangereux pour votre santé, pour votre mental et pour tout ce qui va avec. Le jeu vidéo, c'est un peu c'est une addiction et c'est une pratique qui doit être faite avec parcimonie et qui doit être encadrée. C'est pour ça que je le dis, parce qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir une console dans sa chambre avec une télé et sans contrôle et sans intervention de l'adulte, l'enfant va aller jusqu'au bout de son addiction, c'est-à-dire qu'il ne va jamais lâcher sa manette et il va sombrer effectivement dans le côté négatif et le côté sombre de la pratique du jeu vidéo. Et c'est justement pour prévenir cette chose-là que je parlais justement de compréhension de ce secteur-là et d'accompagnement. Aujourd'hui, il existe plein de solutions pour éviter ce truc-là, et notamment au niveau des maisons des jeunes. Il y a des maisons des jeunes, notamment dans le sud de la France, à Marseille, qui organisent par exemple des mercredis après-midi sport e-sport. C'est-à-dire que pendant 4 heures, vous restez dans un hangar où il y a des stades de five, donc de futsal. Les gamins vont faire des matchs d'une demi-heure de futsal et à côté de ça, ils vont faire une demi-heure de Fortnite ou de FIFA à côté. Comme ça, il y aura deux passions, sport et e-sport, qui vont être mélangées. Ça va leur permettre aussi de décrocher un peu, tout en assouvissant un peu leurs besoins d'écran, malheureusement, parce que c'est un besoin et c'est une envie et c'est malheureusement une addiction aussi quand ça va trop loin. Mais il existe des solutions, notamment en le mixant. Alors, je parle de futsal, mais ça peut être du tennis, ça peut être du ping-pong, ça peut être plein de choses qui font qu'on peut mixer les usages, notamment pour les maisons des jeunes. Et nous, on a accompagné des crèches, on a accompagné la maison des jeunes, notamment à Nîmes, qui vient de s'ouvrir dans l'accompagnement des jeunes autour du jeu vidéo et justement l'éducation et la pratique du jeu vidéo de manière raisonnée. Donc, des solutions existent, mais effectivement, dans un webinaire d'1 heure, c'est assez compliqué d'arriver avec la formule magique et les ingrédients parfaits pour le genre de structure. Ah non, je ne parle pas de formule magique, mais voilà, c'était nous, notre questionnement. Et après, c'est assez paradoxal de se dire, de lutter contre l'addiction et de proposer à ce que les jeunes se retrouvent dans un lieu clos et pouvoir jouer à cette addiction-là. C'est justement, en fait, c'est la pratique extrême. Quand je joue un peu aux jeux vidéo, je ne suis pas addict. Comme par exemple,
On peut pour faire une comparaison avec l'alcool. L'alcool est un facilitateur de lien social, mais une personne qui est alcoolique et du coup, qui s'isole de par son alcoolisme n'est pas accompagnée et du coup peut subir de cette consommation de cet objet-là, de cet objet de son addiction. Donc l'idée de les rassembler, de les mettre ensemble, c'est un peu comme on pourrait parler de rassemblement de personnes qui partagent le même point commun. Et donc là, ça lutte contre l'isolement, puisque du coup, le jeu vidéo devient un outil de lien social. Bien sûr, si on a une personne qui est totalement isolée, qui a totalement un problème d'addiction de jeux vidéo et qui a besoin d'accompagnement, même médical finalement, par un psychologue ou ce genre de choses, là, oui, on peut se poser la question de à quel point est-ce qu'on nourrit son addiction par l'utilisation des jeux vidéo. Mais si on lui permet justement de comprendre son utilisation et de lui proposer à la fois du coup son activité qui est principale et du coup à partir de là proposer d'autres activités diversifiées, donc dans le secteur de jeunesse, l'accompagnement justement en diversité d'activités, diversité aussi dans l'émancipation personnelle et dans son épanouissement dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle et dans sa vie scolaire, peut-être, ça dépend de son âge. Bah là, on peut du coup lui ouvrir des portes et au fur et à mesure l'aider à avoir une consommation raisonnable, parce que les jeux vidéo peuvent apporter des choses, mais de manière raisonnable, tout en ayant un accompagnement et la possibilité de faire autre chose à côté. Les deux Ah, choses ah, dangereuses, d'après moi, c'est vraiment l'addiction et l'interdiction. C'est-à-dire que ce sont les deux extrêmes qui sont dangereux dans tous les cas. Mais c'est dangereux pour un alcoolique avec l'alcool, c'est dangereux pour un boulimique avec la nourriture, c'est dangereux avec le toxicomane avec la drogue. Malheureusement, Mais il y a des si vous comparaisons qui ne sont pas interdisez forcément, ouais. si vous interdisez cette pratique-là à des enfants qui sont des passionnés à la base, ce n'est pas volontaire de se dire je m'enferme dans le jeu vidéo pour me couper du monde extérieur. À la base, c'est une passion. Et ce qui a fait qu'ils ont sombré dans un côté addictif extrême et peut-être dangereux, c'est justement le manque d'accompagnement dans cette pratique-là. Mais comme toutes les pratiques, encore une fois. Ou alors peut-être aussi une En situation fait, sociale difficile qui applique cela. en résumé, là, le rassemblement des joueurs de jeux vidéo, ça va peut-être nous permettre en fait d'enlever les jeunes de l'isolement et d'essayer de chercher pourquoi ils sont addicts à ce jeu vidéo Oui. et de les accompagner pour éviter cette addiction. Le Et peut-être qu'ils partage, vont ouais. rencontrer des jeunes qui ont la même passion et qu'au sortir de leur après-midi ou de leur semaine chez vous, ils vont se dire bon, ben, les gars, qu'est-ce que vous diriez qu'on aille taper un foot au City à côté de chez nous? Voilà, ça peut être une idée aussi pour les sortir de chez eux et leur permettre de rencontrer des gens dont ils sont peut-être coupés au collège ou à l'école pour des raisons X ou Y, et de rencontrer des personnes extérieures à ce secteur-là qui partagent une passion avec eux, comme ils pourraient partager la passion pour le sport mécanique, la danse ou n'importe quelle autre passion, et de se faire un nouveau groupe d'amis et de se sociabiliser autrement, effectivement. C'est une Ok, possibilité de solution. Après, effectivement, on n'a pas toutes les réponses. Mais ok, merci. Super. Sachant que Pierre a quand même rappelé l'importance du cadre, justement pour éviter l'excès d'écran, etc. Ça, il y a vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, je veux dire, la communauté scientifique est unanime sur le fait que l'excès d'écran est mauvais pour la santé, etc. Donc, enfin, ça, je veux dire, ça, c'est absolument pas jouer à un jeu vidéo, c'est pas forcément tout de suite l'addiction, c'est pas tout de suite l'excès. On peut très bien être jouer à des jeux vidéo, être passionné de jeux vidéo, rencontrer des amis qui jouent avec qui on joue des jeux vidéo, sans tomber dans cette pratique excessive. Et en fait, c'est sur ce carcan-là que du coup, Pierre nous expliquait justement le fait qu'il puisse y avoir un jeu vidéo, on va dire bénéfique et créateur de liens sociaux, etc. Mais c'est justement en permettant cette opportunité et en l'encourageant, en accompagnant le jeune dans sa démarche, en le soutenant, qu'on va justement éviter que le jeune s'enferme dans sa pratique. Et justement, c'est là où la pratique va devenir excessive et il y a un potentiel risque d'addiction parce qu'on n'est pas tout de suite dans l'addiction. Voilà, la diagnostic sur le gaming disorder, le trouble du jeu vidéo, c'est un processus qui est extrêmement long. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'addiction trop rapidement non plus. Excès de jeux vidéo, ça ne veut pas forcément dire addiction, bien qu'il y ait des signes qui soient visibles. Voilà. voilà, en espérant avoir répondu à votre question, on va peut-être passer à une autre, comme ça. Je vois Tout que à Monsieur fait. Nous Christelia a avons encore 2 personnes en attente. Donc, monsieur Ignace Rémy en premier, suivi après Oui. de monsieur Christelli Kevin. Bonjour, est-ce que l'on m'entend? C'est bon au niveau du micro? Oui. Ok, alors je me présente, je m'appelle donc Rémi Ignace, je suis éducateur donc, en quartier prioritaire des politiques de la ville. Je suis souvent amené à rencontrer des jeunes dans le cadre de mon travail et le but c'est vraiment de la création de liens avec eux. Pour moi le jeu vidéo, je trouve que c'est un excellent support pour créer du lien avec eux puisque la plupart jouent aux jeux vidéo
c'est des sujets de discussion, donc c'est tout à fait intéressant. Je suis moi-même joueur de jeux vidéo, donc c'est, on va dire, facilitant au niveau de la création de liens. Néanmoins, en ce moment, je repère une problématique avec les jeunes que j'accompagne, c'est sur le fait de dépenser de l'argent dans ces jeux vidéo-là, en particulier sur des achats de cosmétiques. Parce que je sais que, étant moi-même joueur, il y a des jeux qui sont dits pay to win, c'est-à-dire on dépense de l'argent et on a des améliorations dans le jeu qui nous permettent d'avancer plus facilement. Et de l'autre côté, des jeux où on achète simplement des cosmétiques pour être différent des autres joueurs et c'est une façon de, comment dire, de se singulariser un peu des autres. Et j'ai ce problème-là où mes jeunes dépensent de plus en plus d'argent dans les jeux vidéo, des sommes quand même assez astronomiques. Le but, nous, de notre travail en tant qu'éducateur, c'est l'autonomisation et le fait que ces jeunes-là puissent devenir des adultes responsables. Et le fait de dépenser autant d'argent, parfois, c'est un peu questionnant. Donc, je voulais avoir un peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, question compliquée, vaste question, parce qu'aujourd'hui, on a des modèles économiques, effectivement, dans le jeu vidéo qui changent. On a tendance à se tourner de plus en plus vers ce qu'on appelle des free-to-play, c'est-à-dire des jeux qui sont gratuits à leur sortie ou des jeux services, ce qui sont gratuits, qui vont être mis à jour au fur et à mesure de manière gratuite, mais avec ce qu'on appelle des achats in-game ou in-app qui vont vous permettre effectivement d'avoir soit un avantage sur votre adversaire, soit d'avoir une apparence qui est complètement différente. Et c'est le modèle économique même de ces jeux. Et puis vous avez des jeux qui combinent les deux. On parle par exemple de FIFA, enfin, en tout cas de EAFC, qui est un jeu payant, mais qui permet d'avoir des transactions dans le jeu pour avoir des cartes plus fortes que les autres. Donc effectivement, c'est un gros souci. Moi, j'associe ça un peu à l'addiction des jeux d'argent, des paris en ligne. Oui. Notamment pour les lootbox comme Ultimate Team sur FIFA. Mais on sait que sur les cosmétiques, notamment sur Fortnite, et tout ça, ça marche très très fort. Et je pense qu'il y a un vrai problème déjà de politique générale des studios et des éditeurs de ce côté-là, en termes de prévention et en termes de sécurité. Même si vous avez un contrôle parental, même si vous ne pouvez pas enregistrer de carte bleue, c'est facile aujourd'hui de créer un compte PayPal, c'est facile d'avoir de quoi payer ce genre de truc. Et je pense qu'il y a un vrai problème technique déjà de ne pouvoir interdire et de ne pouvoir bloquer ces transactions-là qui effectivement coûtent de l'argent. Moi, je connais des gens alors, qui sont responsables ou qui ont les moyens, peu importe, mais qui dépensent chaque année dans le jeu IEFC des sommes à 5 chiffres, encore une fois, plus de 10 000 euros, pour paquer des cartes, pour avoir des cartes et avoir des équipes plus fortes que l'adversaire. Alors, il faut savoir que le jeu coûte 60 ou 70 ou 80 euros. Et la personne, sur la saison complète, c'est-à-dire entre septembre et le mois de mai, va mettre 10 000 euros dans ce jeu-là pour avoir des bonus qui ne sortent pas du jeu. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, vous n'avez pas une voiture qui vous attend devant le garage. Donc, effectivement, il y a une vraie problématique de ce côté-là. Et à part la prévention, l'éducation, le discours, alors moralisateur, je pense qu'il faut, pour faire prendre conscience non seulement de la valeur de l'argent, mais aussi de la bêtise que ça peut être de claquer des sommes faramineuses dans ce genre de choses-là. Alors, on a tous les joueurs, en tout cas, ont tous acheté un skin, on a tous acheté une carte, on a tous mis 1,99 € dans un Battle Pass pour un mois. Voilà, on l'a tous fait. Et effectivement, quand ça devient une addiction, j'en reviens au pari en ligne, j'en reviens au jeu d'argent, ça peut devenir très dangereux. Et je pense qu'à ce même titre-là, il faudrait presque un numéro d'appel pour pouvoir accompagner les gens dans cette addiction-là. Et malheureusement, moi, à mon niveau, alors, c'est pas trop mon domaine de prédilection et j'ai pas trop de problématiques de ce type-là. Mais effectivement, il y a un vrai problème qui est déjà remonté aux éditeurs. Hein. Je veux dire, EA s'est fait remonter les bretelles en Belgique, notamment pour ses lootbox et sur FIFA et sur Star Wars, parce qu'il faisait payer les gens et c'était encore pire, c'est-à-dire que vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans les box que vous achetiez. C'est comme si demain on vous dit vous achetez une voiture 10 000 euros, mais vous ne savez pas si c'est une Fiat Panda ou une limousine. Donc il y a eu ce souci-là et certains pays ont pris le taureau par les cornes. Malheureusement, en France, il faut savoir que ça génère des revenus aussi, des revenus bancaires, des revenus de TVA, des revenus pour les éditeurs. Donc c'est assez compliqué parce que le lobby est assez puissant. Et je pense qu'il y a un vrai problème de santé publique, je pense, je n'ai pas peur des mots, de ce côté-là, parce que ça peut vous mener au fond du gouffre. Alors l'addiction au jeu vidéo peut être dangereuse, mais l'addiction qui vous fait dépenser de l'argent peut être encore plus dramatique. Ouais. Du coup, là, on parle d'achat compulsif, là, du coup. Et c'est vrai que justement, il y avait eu certains articles qu'on avait lus là-dessus qui conseillaient notamment dans certaines situations où en fait il y a un achat compulsif de skins, donc du coup de tenues, merci William d'avoir précisé, de tenues, de danse, etc. Quand on parle de certains jeux, de certains bonus qui sont en plus purement cosmétiques, c'est-à-dire que c'est encore différent de payer des choses pour gagner, avoir voilà. Il y avait notamment la question d'acheter en fait par exemple des packs de cartes
dans la vraie vie, par exemple, pour avoir vraiment quelque chose de limité, un petit peu comme la monnaie. Ça permet la gestion de l'argent et pas forcément quelque chose de bancaire directement où on n'a pas du tout, enfin, on a du mal à se représenter justement les sommes dépensées, etc. C'est des premiers leviers pour essayer de trouver des solutions face à des acheteurs compulsifs ou des enfants qui n'ont pas forcément la notion de l'argent. Donc, ça permet de le construire petit à petit aussi. Ouais, Voilà. mais du coup, vraiment aussi la conception de la publicité, à quel point on est influencé par ce qu'on voit et la manière de marketing sur les jeux vidéo. En quoi est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et en quoi vraiment la manière, comme les influenceurs c'est le même principe, ou comment est-ce que la boutique en ligne nous influence et nous incite à acheter? Et aussi, même dans nos paroles, la manière qu'on a de concevoir, quand on appelle quelqu'un qui n'a pas de skin, c'est un Bambi sur Fortnite, donc il doit avoir un skin pour avoir une crédibilité sur le jeu. Donc c'est aussi notre propre conception qui a été influencée et qui est façonnée par les marketeurs. Donc ça, je pense, pour peut-être répondre qu'éducateur spécialisé, animateur socioculturel, si je étais dans votre situation, ce serait vraiment essayer de comprendre avec le jeune comment est-ce qu'on est influencé par la publicité, comment est-ce que la publicité fonctionne et comment est-ce que les jeux vidéo mettent en place ce technique de marketing pour nous faire dépenser de l'argent. Et donc là, ça lui donne les armes aux jeunes pour ah OK, en fait, c'est comme ça qu'ils me manipulent et comment est-ce que moi je peux prendre en main les choses pour, m'autonomiser et être le plus, émancipé possible et le plus, à même de prendre des décisions en pleine conscience. Mais, Indépendant. je pense effectivement qu'on n'a pas forcément les outils, les plus précis et les plus efficaces pour répondre à votre question, mais c'est tout à fait, intéressant. Je vous remercie en tout cas. Super. Donc encore avec Monsieur Cristelli, Kevin. Bonjour à tous. Bon, du coup, moi aussi, je suis éducateur de rue et aussi responsable d'un accueil de jeunes. Alors, bon, je suis gamer aussi, donc c'est plus pratique, voilà, pour parler avec les jeunes directement à ce sujet-là. Mais la question que je me posais au quotidien, c'est surtout, en fait, j'ai une problématique avec les jeunes que je souhaite les accompagner, en fait, dans leur passion, etc., mais aussi de leur faire prendre conscience qu'ils voient le travail, en fait, qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'ils voient souvent le streamer, voilà, en train de faire plein de vues, plein d'argent, etc., sans prendre réellement conscience, en fait, du travail de fond. Et, euh, et les outils, souvent, c'est-à-dire, moi, j'ai 32 ans, oui, j'ai joué tout le temps, j'appréhende le jeu vidéo comme, on va dire, de manière saine, mais je n'arrive pas, en fait, à avoir les outils à leur donner, que ce soit des outils pédagogiques, que ce soit des vidéos, peut-être des exemples, peut-être des sites, des références, des forums, quelque chose comme ça, en fait, pour les aider justement à appréhender le jeu vidéo de manière saine, on va dire, tout simplement, quoi. Et surtout qu'ils voient le côté des influenceurs qui est très intéressant, hein, le métier de vidéaste, mais c'est de prendre conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Ça veut dire que nous, on en prend conscience à notre niveau, hein, mais c'est voilà, voir qu'il y a toute une équipe derrière, qu'il y a quand même les monteurs, il y a le temps de montage, c'est-à-dire que même le streamer qui peut être autonome au départ parce qu'il n'a pas le bagage, il n'a pas peut-être le chiffre tout simplement pour engager une équipe au début, hein, ce qui est assez compliqué les premières années sans avoir de tremplin. Et du coup, c'est comment y arriver à leur faire prendre conscience, quoi. Donc, je suis preneur de tout conseil pour ça. Alors, encore une fois, j'ai pas la solution miracle et c'est vrai que j'ai abordé pas mal de points au fil des questions. Je vais vous mettre un lien dans le chat d'une association qui s'appelle Pédagogeux, que vous connaissez peut-être, Ouais. qui est une association qui œuvre pour justement accompagner. Alors là, on parle de famille, mais ça vaut aussi notamment pour les maisons des jeunes et pour les liens sociaux que vous pouvez faire dans les quartiers ou dans les lieux dédiés. Mais le site donne pas mal de clés de compréhension du jeu vidéo, de sa pratique et de la façon dont il faut appréhender euh, l'addiction, la prise de conscience, parce que c'était ça le sujet, la prise de conscience, de la non-facilité d'accéder à ce statut-là de star des réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est notre époque qui veut ça, c'est-à-dire que comme dit Fabrice Eboué, va expliquer à ta fille qu'il faut qu'elle fasse 7 ans d'études pour gagner 4000 balles comme médecin, alors qu'il suffit que tu fasses une télé-réalité pour gagner 10 fois plus en claquant des doigts. Malheureusement, on est dans ce système un peu économique de la facilité et du tout de suite. Et c'est ça le plus compliqué à expliquer et à faire prendre conscience à nos jeunes aujourd'hui. Et malheureusement, encore une fois, et c'est la formule consacrée ce soir, il n'y a pas de formule magique.
Et tout passe par la discussion et la prise de conscience. Mais si la personne n'a pas envie de prendre conscience parce qu'elle est persuadée de pouvoir y parvenir, ou elle est persuadée que c'est facile, ou elle est persuadée que la personne en face n'a pas fait plus qu'elle ou moins qu'elle pour arriver là où elle est, ça reste très compliqué comme discours à tenir. Oui, et du coup, moi, ce que je conseillerais aussi, en tant qu'éducateur, c'est, par la pratique, de s'intéresser au montage et d'organiser un atelier montage avec, bah, voilà, on va monter une vidéo, on va voir ce que c'est de monter une vidéo. OK, et c'est joué, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Au niveau du son, la prise de son, peut-être aussi un budget, bah, OK, on va essayer de voir, combien ça coûterait d'avoir un matériel, on en parlait, effectivement, pour permettre de prendre, une prise de son, puis, c du coup, par l'activité et la pratique, bah, tiens, on essaie de se mettre en situation de, devenir, gamer, influenceur, et peut-être aussi, en regardant simplement les stats sur Twitch, à se dire qu'il y a 2000 à 5000 personnes qui créent chaque jour des chaînes sur Twitch. C'est du cœur que c'est pas forcément, assez évident. Mais c'est comme ça en tout cas, je l'amènerais en tant qu'éducateur spécialisé. Ce serait vraiment, de se dire: «Ah bah, on va pas juste jouer aux jeux vidéo, et si on organisait un événement e-sport, comment ça prendrait l'ampleur? Comment est-ce qu'on ferait ça ensemble?» Et d'amener du coup leur propre, volonté et leur propre, bah, certitude, en conflit avec la mise en situation et la mise en pratique Le retour de leurs d'expérience envies. aussi. Le retour d'expérience, nous on a Oui, le accompagné témoignage. l'UFOLEP Nîmes, par exemple, dans le montage d'un lieu dédié dans un quartier sensible aux jeux vidéo et à l'éducation par rapport à tout ça. Et c'est vrai que de faire intervenir des créateurs de contenu ou des joueurs e-sport, déjà pour faire part de leur expérience et répondre aux questions et donner une prise de conscience à ce moment-là, rien ne vaut. Parce que c'est vrai que quand c'est par écran interposé, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que la personne est accessible parce qu'on peut lui parler directement via le chat et parce que c'est une star des réseaux, on se dit, bah voilà, c'est possible. Mais quand vous l'avez en face d'elle et qu'elle vous dit, bah, ça fait 1 an que je suis connu, que tu me connais, et peut-être qu'avant ça, pendant 10 ans, j'ai mangé des radis et des pommes de terre tous les jours parce que j'avais 2 viewers et que c'était impossible pour moi d'y arriver. Donc, il y a ce retour d'expérience et ce partage au travers de conférences ou de tables rondes qui peuvent être faites avec des professionnels du secteur, que nous, chez Stacker, on est capable de faire, que ce soit avec des personnes de notre agence ou des gens du réseau global e-sport et création de contenu en France. Ça, c'est quelque chose qu'on peut amener et qui peut être assez sympa. Sur 1 heure, on fait intervenir une personne sur un thème donné, il répond aux questions, il fait quelques photos, et au sortir de ces conférences-là, souvent, il y a une prise de conscience, ou en tout cas, il y a une sorte de ah ouais, c'est pas si facile que ça. Et ça peut changer aussi la vision qu'on a et la pratique qu'on peut avoir du jeu vidéo. Et justement, l'idée que, en fait, on a encore il manque le jeu, il y a une manette, un peu importe, mais il devrait. Alors je n'arrive pas à entendre Rémi, je sais pas si je suis seul. Ouais, non, il y a du lag, comme on dit chez nous. Merci pour toutes les réponses d'ailleurs. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe. C'est moi qui vous remercie. Pierre est Ok. un mauvais gamer parce qu'il a une mauvaise connexion. Non, Ouais, c'est c'est ça. pas Pierre, c'est Rémi. Non, c'est pardon. Rémi. Non, c'est Rémi, c'est Rémi. La connexion va très bien. C'est l'ordinateur du boulot, c'est pas fait pour ça. Ouais. Mais du coup, si je réagis justement à vos interactions, effectivement, merci pour la précision de William sur Merci, la William. définition du lag. Voilà, une éducation des jeunes aux jeux vidéo, bah, du coup, c'est forcément notre association en réseau multimédia, c'est ce que nous proposons dans les médiations, dans les écoles primaires, et aussi du coup en CM1, en CM2, en CE1, CE2, c'est accompagnement du jeu vidéo. C'est quoi le jeu vidéo? Quels sont les PEGI qu'on peut retrouver? Mais c'est très, c'est une fois par an dans certaines écoles prioritaires, donc c'est assez court. Et l'éducation au numérique, quelque chose qui peut être qui est en questionnement. On essaie de faire en sorte l'éducation nationale essaie de mettre de plus en plus en place l'éducation numérique dans les écoles, parce que forcément, un ordinateur, ça fait partie de notre culture actuelle, et vivre sans ordinateur, c'est être un peu en dehors du fonctionnement actuel. J'avais également aussi euh, oui, le non ou trop peu intérêt de l'éducation nationale, mais ça, effectivement, je ne sais pas trop vous répondre. Peut-être qu'il faudrait la prochaine fois faire un webinaire sur la place des jeux vidéo dans l'éducation nationale. Ce serait une thématique intéressante, c'est de savoir un peu bah, quels sont leurs avis et quels sont leurs visées, quoi. Parce que l'e-sport est quand même comme on l'a dit plus tôt, un développement de l'État français. Donc, c'est pas non plus totalement en dehors de ce qui existe, mais c'est vrai que par rapport en Corée du Sud, typiquement, le développement est beaucoup plus, comment dire, retardé. En tout cas, les avis sont plus mitigés sur la question.
pour rebondir sur ce que vous dites, il y Oui. a un proverbe très connu qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense que pour l'éduquer aux jeux vidéo, ça marche aussi. C'est-à-dire que chaque personne dans que ce soit l'éducateur, le parent, l'enseignant, l'ami, enfin toutes les personnes qui sont autour. Et du coup, c'est vrai que nous, à notre échelle, en tant qu'association, on essaie vraiment de mettre en lien, en mouvement toutes ces personnes, d'apporter le plus d'outils possibles concrets euh, pour justement essayer à ce que voilà, chacun puisse avoir le rapport le plus, on va dire, en fait, vis-à-vis de cette pratique qui est super. Nous, le jeu vidéo, on est convaincu que c'est une super pratique, bien sûr, quand on suit voilà, tous les conseils pour pas tomber justement dans un excès. Mais c'est vrai que c'est justement le but de la prévention que nous, en tout cas, on mène dans les écoles. Voilà, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de quitter le webinaire, donc je Oui, voulais vous tout à remercier fait. d'avoir participé au webinaire, d'être allé jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Le prochain webinaire sera en décembre sur la liberté d'expression. Comment est-ce qu'on peut du coup évaluer ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, quelle est la place de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc je voulais remercier à Pierre encore une fois, merci à Rémi, merci à William de votre accompagnement. Si vous avez encore des questions, nous sommes encore disponibles. Sinon, effectivement, voilà, le webinaire arrive peu au prou jusqu'à sa fin. Et je vais bien vous dire une bonne soirée et une prochaine fois. Merci à tous. Salut.